et merci d'avoir tous partagé votre expérience. Juste, je vais rebondir sur quelque chose que tu disais à l'instant, parce qu'on fait aussi de l'édition médicale. Donc, quand tu me dis que les gens vont en ligne chercher de l'information, la vérifier, alors c'est vrai qu'on le sait, on sait que c'est... mais quand on apprend que les étudiants le font aussi pour du contenu médical, on peut s'inquiéter. Juste, je préfère juste le dire. Mais très bon point, tu as raison. Et je pense qu'aussi, c'est quand même important, les étudiants, effectivement, vont aller chercher les informations en ligne, donc avoir une information vetted, curated par des publishers, par l'équipe pédagogique de Neoma, de SCP, de M Lyon, peu importe. C'est quand même très important et je pense qu'on doit quand même continuer à garder en tête qu'on a une vraie plus-value à créer des contenus de qualité. Et notamment quand je regarde tout l'investissement en recherche que vous faites, c'est quand même important, notamment quand on monte dans les upper levels. Mais merci beaucoup pour cette story. Je pense qu'il est clair que engagement is a very, very important thing. Très important, l'engagement des étudiants, especially, particulièrement, comme tu le disais, comme vous le disiez tous, les étudiants voilà, n'ont pas forcément envie de le lire. Les étudiants veulent engager avec les contenus d'une manière différente. Voilà, donc, c'est vraiment important, l'engagement. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que les étudiants répondent à nos assignments et fassent en sorte qu'ils lisent à nouveau. Juste peut-être ma première question, parce que je sais que tu disais tout à l'heure... Non, Valérie. Non, Valérie, mais je sais, je n'avais pas forcément te poser la première question, mais tu disais effectivement que le Covid a créé une grosse question et je dirais que vous avez repensé effectivement et à réinvestir en fait dans votre contenu pédagogique, alors que peut-être pendant beaucoup d'années, on pensait que la méthode plus traditionnelle, comme on a comme beaucoup de très bons étudiants qui ont fait des prépas, etc., et que finalement, c'est suffisant, qu'ils peuvent juste continuer avec un parcours classique. Tu disais, Donald, que tu as adopté les nouvelles technologies parce que tu penses que ce n'est pas nécessairement facile de gérer 650, 700 étudiants en première année. Et donc, on a besoin d'avoir la visibilité. Sinon, comme tu disais à thème, on sait que beaucoup de gens vont ne pas nécessairement engager ou vont simplement abandonner très, très rapidement. Et on voit d'ailleurs, après le Covid, un drop-off rate de la première, deuxième année en faculté qui n'a jamais été aussi élevé. Donc, beaucoup d'étudiants décident de quitter le système. Et c'est un gros problème pour beaucoup de gens et forcément beaucoup pour la plupart de nos partenaires. Et Fabienne, tu disais aussi, donc l'engagement est ski. Et pareil, je pense que tu as des cohortes d'étudiants assez importantes. Tu parlais de 1200 élèves. Donc, comment est-ce qu'on peut faire sans la technologie, tu disais aussi Valérie, pour pouvoir engager avec ces étudiants. Donc, la première question que je vais vous poser, effectivement, c'est peut-être pourquoi, si on revient 3-4 ans en arrière, notamment pour les early adopters, et donc pourquoi est-ce que vous avez décidé à ce moment-là d'utiliser la technologie et quel a été en fait le key factor, en fait, je dirais, pour vous faire changer vos contenus pédagogiques et la façon d'engager avec vos étudiants? Quel a été le premier qui veut répondre à cette question? OK. Questions différentes. Alors déjà, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a voulu engager la technologie avant d'être obligé par la pandémie? Il y a plusieurs raisons. D'abord, pour adresser des populations d'étudiants qui ne pouvaient pas venir physiquement sur place. L'EMIB a été créé pour ça, hein, pour des populations qui ne sont pas à proximité de nos campus ou qui ne peuvent pas, qui n'ont pas ni les moyens ni le temps de voyager. D'ailleurs, on a dupliqué ça récemment sur notre executive MBA plus récemment, mais ça adresse les mêmes choses, c'est-à-dire que c'est un executive MBA normalement qui était que physique et aujourd'hui, il y a la possibilité pour les participants de l'executive MBA de suivre, c'est complètement modulable, certains cours en ligne et certains cours sur un des campus, justement parce que c'est des exécutifs, donc leurs contraintes professionnelles, s'ils sont, je sais pas, directeurs, CEO d'une boîte, je ne sais pas où, en Russie ou ailleurs, c'est peut-être un mauvais exemple aujourd'hui pour la Russie, mais ce n'est pas grave, ou une femme enceinte, etc. Elle ne va pas pouvoir voyager, mais elle va pouvoir suivre. Donc ça c'était la première, je pense que c'était vraiment la première raison pour laquelle on a créé
voilà, des programmes en ligne ou des modules en ligne, etc. La deuxième, qui nous a fait expérimenter des choses, je pense que c'est un peu comme ça dans toutes les organisations, c'est des individus. Alors, Geoffroy, par exemple, et un certain nombre de professeurs chez nous qui sont, alors pour certains, des geeks, pour d'autres, particulièrement innovants, etc., qui ont voulu tester des choses. Donc, c'est l'autre raison qui a fait qu'on a évolué et on s'est rendu compte. Donc, on a notamment un de nos professeurs, Emmanuel Zilberberg, qui a testé très tôt, bien avant le Covid, ce qui nous a permis quand même d'être beaucoup plus près au moment où, voilà, de faire des cours en mélangeant les étudiants, alors, ce qui, par ailleurs, pour la plupart des professeurs, ne marche pas du tout, mais lui, il aime bien le faire, des étudiants dans la salle et des étudiants à distance, en disant, ceux qui viennent, je veux vraiment qu'ils aient envie de venir. Donc, on ne force jamais les étudiants à venir. Donc, voilà, je pense qu'il y a plusieurs... c'était ça la question principale. C'était ça la question principale. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut compléter. You want me to repeat the? Yeah. You want me to? In English. What was? I mean, you were early adopter of our digital solutions, right? So, what was the key driver back then for you to make that shift to digital? It was a very gradual shift, I would say, because you know, if you're a lecturer, you've a lot of things going on. You're researching. I'm an assistant dean. You know, it's a busy job, so it would be easy to go in, give your lectures, walk out the door, not have to worry about things, tell your teaching assistants, go do that in tutorials and do very little else. It was more over time, from about 2015, 2016, our virtual learning platform, our VLE, wasn't great, and I wanted to do some online tests. So I adopted, I can't remember which resource it was now, whether it was Cengage or Pearson, and all the students had to buy it and they were doing their tests and they weren't reading the book. And if I looked at the statistics, I was kind of just getting annoyed, really, saying, well, they're paying money and all they're doing is tests and they're doing nothing else. So how can I start building that in? Because I think when I was in college, you didn't get lecture. You were expected to do everything and you didn't need much structure. Whereas now, clearly they need a lot more structure, and not all the students, but the vast majority need the structure now. So it was over time I started building in different elements and learning as I went what worked and what didn't work. And then I think structure, the course design, what Aitan was talking about earlier, that was the key, as in from day one, having a very clear structure, working very closely with my team of teaching assistants, so they reinforce things the following week. Yep. They can see all that concept on that reading, they didn't get that, go back over that. You know, all of that just happened gradually, because one year I'd do a little bit and then a bit more and a bit more and just keep layering and layering and layering. So it wasn't just like I clicked my fingers and said, I'm going to do more online. I think it has to be done. It was more just experimenting and learning from others, and, you know, seeing what other people do, and then taking advantage of tools and data, which is easy. I think teaching a subject like economics, it's quite easy to use lots of tools like that, because it lends itself very easily to technology, you know, whether it's algorithmic graphing questions or maths questions, or it's simple enough, but you still have to use it properly. And it still has to be very clear to the students why they're doing it, and then reinforcing that when you have them in class, whether it's an online class or in person. So yeah, mine was a very gradual road, rather than a sudden massive switch in the space of a second. Thank you, Donald. Atem, tu voulais dire, Fabienne ou Atem voulait. Moi, je veux bien, mais Atem, si vous voulez y aller d'abord. Alors, je prends rapidement la parole. En fait, en préparant cette journée, j'ai fait un peu le film arrière. Je me posais la même question. Comment est-on arrivé aux usages qui sont les nôtres aujourd'hui? Et je dirais comme Donald que finalement, il me semble que ça a été assez graduel, que le Covid a accéléré un besoin de façon hyper aiguë, mais que finalement, ça a été assez graduel. Il y a quand même un point, à mon avis, dans les facteurs qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est l'augmentation de la taille des cohortes. Je pense que c'est une réalité que nous avons tous à confronter, le fait que nous avons un nombre croissant d'étudiants,
dans nos programmes et nous avons également un nombre croissant de programmes, ce qui complexifie le déploiement de l'activité pédagogique. Une autre chose qui me semble être un facteur important, c'est la diversification des profils. Je crois que Valérie l'a très bien dit, par exemple, les profils exécutifs sont ceux qui nous demandent aujourd'hui d'envisager le online, d'envisager du online, mais pas seulement asynchrone, peut-être aussi synchrone, etc. Donc, l'évolution des profils et des préférences des profils est, à mon avis, un facteur absolument clé. Moi, j'en vois un autre aussi, c'est la multiplication des campus, la multiplication des lieux physiques qui challenge la nécessité de déployer une pédagogie pas seulement avec une unité de lieu et de temps. Et puis quand même reconnaissant aussi que tous les nouveaux moyens qui sont à notre disposition. Aujourd'hui, en tant que professeur, j'ai à ma disposition un nombre de technologies que je n'avais tout simplement pas à ma disposition il y a 10 ans. Valérie mentionnait le fait qu'on a découvert Zoom. Non, c'était Delphine Manceau qui mentionnait ça, mais oui, voilà, maintenant, dans notre panel d'outils mobilisables pour la pédagogie, on a un panel qui s'est largement accru, en fait. Moi, je pense à toutes les fonctionnalités des LMS. Je pense évidemment aux fonctionnalités des plateformes dont j'ai pu faire état tout à l'heure. Il y a aussi tous ces outils qui permettent des sondages en temps réel, des partages collaboratifs d'informations. Tout ça accélère. Donc, il y a à la fois les usages qui ont évolué, mais aussi les moyens qui sont à notre disposition qui nous permettent de faire bouger les lignes comme jamais auparavant. Voilà, c'était juste ce que je voulais partager sur cette question des facteurs d'innovation. C'est mon point de vue. Merci Fabienne. Aitem. Aitem, tu vois. Moi, je pense en fin de compte, on n'a pas trop le choix. On est obligé d'innover, surtout pour ces nouvelles générations qui arrivent. C'est des gens, comme ça a été souligné par Delphine aussi, ils sont nés déjà avec un iPad, avec un téléphone, ils savent faire avec leurs doigts comme ça avant de parler. Je vais continuer à faire le même cours de la même manière, ça n'a pas de sens. Ça ne leur parle pas en fait. On va mettre des slides, commencer à expliquer. Il y a des gens qui sont très capables de faire le one-man show. Il n'y a absolument aucun problème pour eux. Mais par contre, à un certain moment, on ne va pas pouvoir le faire tout le temps. Donc, et c'est là où l'apport de la technologie peut être très intéressant. C'est là où on va penser. Donc, normalement, on fait un cas. C'est comment? C'est un PDF imprimé, etc. Oui, mais si on le fait en réalité virtuelle, peut-être que ça leur parle mieux. Situation beaucoup plus immersive. Peut-être qu'ils comprennent mieux les concepts, etc. Ensuite, on fait des cours en Zoom. C'est vrai, on a découvert ça pour les grèves, on trouvait ça comme solution. D'ailleurs, ça marche même aujourd'hui. Pour la suite, on s'est dit, mais bon, après 3 mois, les étudiants de nos étudiants, donc on a switché très rapidement, donc ça a été mis en place. Ils étaient très indulgents au départ. Mais ensuite, est-ce qu'au mois de septembre, on va faire la même chose? Et en analysant avec les retours des professeurs, des étudiants, il y a le phénomène de Zoom fatigue qui s'est installé. On décroche, on se cache derrière son ordinateur, on n'allume pas la caméra, etc. Et donc, comment on va faire? C'est là où on travaille donc, avec le Learning Lab. Quelle est la solution? Est-ce qu'on a une solution prête qu'on peut déployer, etc. Ce qui est très bien, à la limite, chez nous, on le fait tout le temps, c'est qu'on n'a pas peur de tester. Test and learn. On a toujours cette philosophie-là. Donc, campus virtuel. C'est quoi? Donc les étudiants, ils vont être donc, dans un lieu virtuel, immersif. Il y a les mêmes salles de cours, ils ont des avatars, ils vont d'une salle à une autre, ils rencontrent les autres, etc. Et quand on avait lancé ça au mois de septembre, tout le monde était un peu perplexe. C'est quoi ce truc? C'est un ovni? On n'a pas... Donc, et on a commencé le travail qui est très, très important en fin de compte, c'est que pour les engager, les étudiants au savoir l'utiliser, il faut former les professeurs à l'utiliser. Vous avez mis les étudiants dans Metaverse. Apparemment, un an après, okay. Mark Zuckerberg, il appelle ça le métaverse. Il appelle ça le métaverse. Okay, nous, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était qu'un métaverse, donc c'était campus virtuel, digital campus, etc. Et donc, un an après, on parle de métaverse. Oh, ok, ça ressemble à ce qu'on a, apparemment. Donc, voilà. Mais l'idée, au départ, c'était de répondre à une attente des étudiants, un campus qui est immersif, retrouver à la limite cette proximité, même si elle est virtuelle, pour les étudiants. Et c'est très, très important. Donc, c'est là où on a lancé. Ensuite,
toujours dans l'évolution. C'est qu'on a testé beaucoup de choses pendant le Covid et surtout de nouveaux outils, à la limite pour certains, parce que tous les professeurs n'étaient pas toujours à la page, comme vous le disiez très bien, ils ne sont pas tous des geeks, etc. Donc, des outils tels que Kahoot, il y a WooClap, Mentimeter, etc. Ça, on l'utilisait online pour engager les étudiants. Mais après le Covid, on s'est dit, mais ça marche très bien ça pour engager les étudiants, mais pourquoi ne pas le remettre aussi dans la salle de classe? Donc, au lieu de poser la question oralement, on la pose en utilisant WooClap. Et là, je n'ai plus les mêmes 5 ou 10 qui répondent quasiment tout le temps. J'ai 30 sur 45. Ils sont où les autres? Vous répondez. J'attends. Et en plus, on peut même gamifier. Donc, le cours, ça devient une sorte de compétition, un jeu entre les étudiants, en faisant juste à la fin du cours, au bout de 10 questions par exemple, un classement, un podium. Ça, c'est le premier, deuxième, troisième, etc. Et quand on met ce type de compétition saine, disons, entre les étudiants, ils sont beaucoup plus engagés. On est allé sur les cours qui sont online. Nous, on a notre approche, les MOOC, on n'est pas très à l'aise avec. Donc, un MOOC, regarder des vidéos pendant des heures, ce n'est pas notre approche. C'est là où on parle de course design, il est très, très important. Vous mettez une vidéo pour regarder un cours et de l'autre côté, en fait, je suis à un clic de regarder une série Netflix. Et ça n'a absolument rien à voir, que ce soit en termes de qualité, d'engagement, de scénario, etc. Et l'autre, il est en train de parler, etc. Il explique des conseils. Il le fait super bien, mais je suis très tenté de cliquer de l'autre côté. Donc, on a essayé de faire des cours online qui reprennent le même concept, qui reprennent ces codes-là, les codes de l'industrie du cinéma, tels que donc Netflix, il y a Amazon Prime aussi, etc. Et on a essayé de faire des cours de cette manière-là. Des cours, ce n'est pas monotone, c'est des activités, il y a des paroles d'experts dedans, la vidéo, elle est interactive, on arrête, l'étudiant, il ne pourra pas continuer. S'il n'a pas répondu, pour prouver que, parce que si on les connaît tous à la date d'aujourd'hui, il regarde la vidéo en accéléré, ou en 3 secondes, donc il va la regarder à différentes étapes. Non, ça ne marche pas, donc il va s'arrêter. On a appelé ça aussi avec un clin d'œil assumé, e-learning, donc ce sont des cours immersifs pour les étudiants qui fonctionnent très très bien. Donc on les a testés on a commencé l'année dernière à les tester. Ça tourne sur beaucoup de programmes et les étudiants apprécient. Pourquoi? Parce qu'ils retrouvent en fin de compte les codes d'aujourd'hui. Et c'est là où on pense donc l'apport de la technologie à la date d'aujourd'hui. On dit toujours pour les professeurs, c'est pas pour remplacer le professeur si on fait un cours en e-learning. C'est absolument pas. C'est un complément. C'est quelque chose qui est en plus pour enrichir les séances qui sont en face à face. Donc voilà. Merci beaucoup, Atem. Et bien sûr, mais quand tu parles du métaverse, quand on voit le campus qu'on vient de construire, a priori, on n'y est pas tout de suite. Mais c'est quand même le genre de question qu'il faut se poser parce qu'effectivement, quand on pense au métaverse, on pense comme à toutes les applications en termes d'éducation, le médical, la physique. Et ça n'a pas la même fonction. Ça n'a pas, je suis d'accord. C'est en fonction des activités, en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a des activités, quand on avait fait l'étude sur néopédagogie, il y a des activités qui se prêtent très, très bien au distanciel. Elles sont meilleures en distanciel et d'autres, c'est du face-à-face, c'est l'ADN des écoles de toute façon, de notre école en tout cas, c'est le face-à-face. La technologie, le distanciel, c'est en plus, c'est pour améliorer la qualité des cours et la performance de nos étudiants. Merci beaucoup, merci à tous pour votre réponse. Globalement, on parle de l'engagement, mais tu disais qu'on n'avait pas le choix. Je pense que tout le monde en arrive à la même conclusion. Effectivement, les étudiants changent, leurs besoins changent, la façon dont ils consomment les contenus est différente. Donc, c'est important de l'avoir complètement intégré dans vos méthodes pédagogiques. Je pose juste une question quand Donald le dit, et tu l'as dit aussi, et Fabienne, vous l'avez tous dit. Voilà, on est toujours quelque part en train d'intégrer ces nouvelles méthodes pédagogiques. Ça prend du temps. Ton premier cours 2012-2013, j'imagine que dans votre corps pédagogique, vous avez quand même un nombre de lecturers, maîtres de conférences, professeurs qui ne sont pas forcément, je veux dire, supportive of the change, right? Comment est-ce que vous les faites en fait faire le changement pendant des années et je vais le dire franchement, on a eu, mais notre business pendant la pandémie a bien sûr beaucoup shifté au digital,
Mais on a un nombre de professeurs, alors qu'on peut démontrer avec des données que l'engagement pendant la pandémie a été bien meilleur, que les résultats des élèves ont été bien meilleurs, que ce que tu disais, les mid-ground students are doing much better. Mais malgré tout, on a un nombre de professeurs qui a décidé de revenir au print classique, au juste demander à leurs étudiants de juste faire des readings classiques. Donc on sait qu'il y a quand même un nombre d'enseignants dans le corps pédagogique qui sont pas forcément encore ou qui voient pas forcément encore le lien ou le bénéfice de toutes ces innovations pédagogiques. Donc comment vous avez fait en fait gros pour convaincre le corps professoral de s'adapter? Et je pense que c'est encore, je pense que c'est encore des questions que vous vous posez. Voilà. Honnêtement, là-dessus, malgré tout, le Covid nous a quand même beaucoup aidé. C'est-à-dire que une majorité était ultra résistante en disant la vraie pédagogie, c'est pas ça, etc. Et du jour au lendemain, tout le monde a dû basculer en ligne. Donc, tout le monde a testé. Évidemment, il y a des différences énormes en termes de maîtrise et en termes d'éventail d'outils. Mais voilà, il y a eu un énorme pas en avant qui a été fait. Après, il y a toujours des résistants. Bon, faut reconnaître qu'il y a aussi des choses qui marchent mieux en physique, donc on peut pas non plus. Enfin, l'idée c'est pas non plus de passer tout digital. Et aussi, ce qui est important, je prends pas la défense de ceux qui résistent, mais c'est d'avoir une variété. C'est-à-dire que pareil, le design c'est super important, mais si on design tout exactement de la même façon et que ça marchera pas non plus. D'abord, ça dépend des disciplines, ça dépend des personnalités des profs, ça dépend quand même de beaucoup de choses. Donc bon, il faut une certaine variété. Donc cette variété est aussi apportée. Après, honnêtement, on sait bien, un professeur, il a choisi ce métier parce que d'abord, il a envie d'avoir un minimum de marge de manœuvre et pour sa recherche. Sa recherche. Bon, et en général, il maîtrise bien ce qu'il fait. Donc, c'est très, enfin, en tout cas, dans nos institutions, ou dans la mienne, en tout cas, on n'arrive pas à les forcer. Enfin, à part cas de force majeure type Covid, c'est extrêmement compliqué de les forcer. Je pense qu'il faut mettre en place des incitatifs. Donc, d'abord, les efforts et le temps passé dans la pédagogie et dans l'innovation doivent être plus valorisés pour des promotions, pour de façon générale au sein de l'institution et financièrement aussi. Parce que c'est vrai que ça demande énormément de temps de revoir complètement un cours, etc. Alors, il y a des grandes satisfactions quand on y arrive avec les retours des étudiants, l'apprentissage des étudiants. Et je pense que même, alors ça on le voit, même les professeurs les plus réfractaires et plutôt d'une génération proche de la retraite, ceux qui ont accepté de jouer le jeu, en général, ils ne le regrettent pas et au contraire, ils trouvent ça vraiment super. Alors que, honnêtement, je n'aurais pas parié avant Covid que eux diraient ça quelques années après. Mais voilà, c'est aussi le jeu de l'institution et de je dirais toute la profession dans son ensemble, de valoriser plus tous ces efforts-là, la pédagogie en général et le fait d'investir du temps en pédagogie qui sera forcément au détriment d'autres choses, et bon, notamment la recherche. Donc, c'est peut-être diminuer le nombre d'heures de cours. On revient à nouveau sur ces éléments de mesure, pouvoir bien le valoriser dans l'évolution de carrière et dans l'activité du professeur. Je ne sais pas si vous avez des expériences, Fabienne, à l'EM, peut-être, quand tu étais doyenne. C'était avant Covid. Non, pendant, disons, avant et pendant. En fait, je voudrais risquer un point de vue un petit peu provoquant, mais je n'ai pas le sentiment que l'âge des professeurs soit la plus grande dimension pertinente, en fait. J'ai en tête des professeurs très avancés en âge et en carrière qui sont parmi les plus innovants que nous ayons à l'école. J'ai en tête également des jeunes qui ne sont pas du tout en faveur, notamment de la mobilisation du digital. Donc, l'hypothèse que je risque, évidemment qu'il faudrait un peu creuser, je pense qu'en fait, c'est le degré d'exposition à la pédagogie qui, pour moi, est un facteur nous invite à innover. Je vais le dire autrement, c'est-à-dire que quand je suis un professeur qui fait quelques cours, à peu près toujours les mêmes, à des classes avancées, en petit nombre, etc., je ressens moins la nécessité d'innover que quand j'ai des cours, grandes cohortes obligatoires où je mesure tout ce qu'on vient de se dire, en fait. Le fait que j'en ai plein qui décrochent,
que je n'arrive pas à suivre la progression des uns et des autres, que je rencontre un mur qui est le fait que manifestement tout le monde n'a pas les mêmes façons d'apprendre. Donc, hypothèse, en tout cas, quand j'observe le corps professoral dont j'ai eu la chance de pouvoir, que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner, je dirais que pour moi, les plus innovants étaient les plus au front de la pédagogie. Ceux qui étaient toute la journée exposés à des étudiants, donc plutôt les faiblement publiants, je le dirais comme ça, les moins engagés en recherche. En tout cas, c'est plutôt ce que j'observe. Mais clairement, l'âge, pour moi, en tout cas, j'en ferai pas une règle parce que honnêtement, parmi les plus grands innovateurs qu'on ait eu ces dernières années, on avait des gens qui étaient avancés en carrière. Ça, c'est une chose. Comment déployer? Moi, ce que j'avais testé à l'époque, mais j'avoue qu'il fallait à nouveau avoir de la bande passante disponible chez les collègues. Mais moi, je crois beaucoup au partage d'expérimentation, en fait, comme on est en train de le faire. C'est-à-dire, ce que j'essayais de promouvoir, c'était des réunions où des collègues qui avaient tenté des choses relataient aux autres ce qu'ils avaient tenté et ce qu'ils observaient comme résultat. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est de nature à faire bouger les lignes. Et après, clairement, le Covid, exactement comme le disait Valérie, moi, j'ai pu observer à quel point ça a accéléré des changements de posture chez certains profs de façon totalement non anticipable, en fait. Et on a notamment des gens qui sont sortis de cette période en étant des grands, des fervents défenseurs de ces nouveaux outils, alors qu'ils étaient des féroces opposants avant. Voilà ce que je pourrais partager du point de vue qui est le mien. Merci beaucoup, Fabienne. Je crois que Valérie a fait juste un petit commentaire sur certains... Sur l'âge. Si je peux me permettre. Alors déjà, sur l'âge, je ne voulais pas donner l'impression que forcément, je ne fais pas partie des plus jeunes. Non, mais aussi, je pense qu'il n'y a pas non plus d'opposition à faire entre recherche et enseignement. Hein. De la même façon, ni entre les jeunes et les vieux, je suis d'accord, il ne faut pas mettre les gens dans... Mais il y a aussi des très bons chercheurs qui s'investissent énormément en enseignement. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je sentais que tu voulais juste clarifier une chose. Yeah. No, you want to? Yeah, no, it's. Okay. I'm just glad because it's very similar in Ireland. It's not just us, but I'm not a faculty dean, but yeah, it can be frustrating, I think. So on my second year module, which is a very large module, over 500 students, same students that I've had in first year, I share that module with someone who teaches the macro. So I come up first, I have the same structure, same everything. It's all very structured. The students like it. And then no matter what I can do, my colleague will not. Would never. He does not follow the same thing. And then you just literally see, like, it just collapses. You think, okay, they're in good habits. And that's what you'd hope, that they're going to keep doing it. And no, it just completely drops off a cliff. And it's very hard to get that colleague to come around. And I often end up just doing part of it, or setting it up properly, or things like that. So I think it's just a gradual thing where when I see my colleagues, sometimes they come along and they ask about how to do certain things or whatever, but it's just because they see what's happening on other modules, or it gets mentioned and students post things on Twitter or whatever, and they just see that maybe they have to come along. But it's very, very difficult unless a dean at the top level is saying this actually has to happen, and it's going to be part of your promotion mechanism if you want to get promoted up a higher rank. I think that's the way you're only going to get some of the very difficult to deal with faculty. Is a kind of direction that you are getting that from your dean? So you have to. There's no direction, but I think to deal with the most difficult. Okay. I still have colleagues who don't put up PowerPoint slides. They still use overhead projectors and acid, and that's fine. They're good teachers, but they kind of need to move on as well. But I think sometimes they need the training as well. It's often not just I won't do it. It's I don't know how to do it, and they kind of have to bring them along in a way that doesn't feel like they're being forced to do something, and that's not easily done. But that comes at the very top level, I think, and having a conversation, a difficult conversation. But that's the only way, I think. There's lots of other people who'll just do it themselves gradually. But I think to get everybody on board, you need the higher level push.
Okay, even if, as you said, engagement has been falling apart, right, for some courses. Right? For some, yeah, or just maybe they have to figure it out themselves, and that's another way of learning how to do things as well. It's just, I think some of the reason is just maybe there's not enough training and support available to colleagues who might want to do it, but just see it as maybe a huge amount of extra work, or they don't know where to start, or they don't know where to get the help. So that's a school level Gary, issue. can you please make sure you talk to some of the Donald colleagues? Thank you, Donald. Just maybe one question before I will have the same question for you. Do you think that you free up time for your own research by actually, and as you said, I know this takes time, right? So do you think that all together you are able to free up time for your own research, and as Valerie said, I mean, it's important, right? Yes and no. It takes time for you to learn how to do it and manage a lot of the data. It's actually the data management and then getting more streamlined in terms of how you communicate with students. So I've gotten better in terms of setting it up so I get different reports, and then I can do a mail merge, or making it much easier for me to communicate with students. Whereas when I was first starting, no, I spent a lot of time just looking at all of that and then trying to tweak the course. So I probably spend the same amount of time on teaching, over the years, but it's definitely not go into class, talk for 2 hours and go away. It's a lot more than that, but it's worth it, I think. So. Okay, fair bit of homework for you as well. Okay, thank you, Donald. Même question pour toi, Aitem, et aussi le feedback de ton corps pédagogique. Exactement, parce qu'on travaille beaucoup avec les professeurs, justement. Donc, il faut les convaincre. Déjà, dans un premier temps, il faut être soutenu par la hiérarchie. Donc, si ça ne vient pas, si on ne croit pas que la pédagogie, c'est très important, que l'innovation est très importante et que ça soit inscrit et qu'il y a les incentives pour ça, que c'est dans les différentes commissions, c'est très valorisé, on peut s'arrêter. Donc, on va travailler tout le temps qu'avec les professeurs qui, de toute façon, ils vont innover, avec ou sans toi. Donc, ils ont déjà fait des choses. Par contre, là où vous avez tous entièrement raison et on se rejoint tous là-dessus, c'est qu'on le veuille ou pas, il y a ce trade-off entre recherche et pédagogie, création de contenu, etc. C'est très consommateur de temps, le fait de créer du contenu, changer son cours, etc. Donc, et après, de l'autre côté, on a une pression de plus en plus grande en fait, sur les publications, sur la recherche. L'idée, nous, qu'on a essayé de trouver dans un premier temps, c'est de, entre guillemets, décharger le professeur de cette partie création de contenu. La partie, et c'est là où on parle de course design. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Donc, en anglais, on appelle ça des instructional designers. Sinon, ce sont des ingénieurs pédagogiques, même si des fois, on n'est pas toujours d'accord sur la définition du terme. C'est des gens qui sont capables de vous conseiller quelle est la meilleure activité pédagogique pour tel concept. Est-ce qu'il vaut mieux faire des travaux de groupe? Est-ce qu'il vaut mieux faire une vidéo interactive, etc. Et ces gens-là, ils vont vous décharger de cette partie-là. Ils sont même, donc on peut aller plus loin, c'est qu'ils sont capables d'aller chercher les ressources pour ça. Et c'est ça l'idée. Donc, on a créé une équipe de course design. Il y a des instructional designers, il y a des graphic designers, il y a un video maker, etc. C'est eux qui vont décharger le professeur. Il reste responsable du syllabus, du contenu, les concepts qu'il y a dedans, etc. Mais c'est eux qui vont créer. On peut même, pour certains concepts… Même le contenu. Même le contenu. Même le contenu. Ouais. On parle sur le format, donc les course materials, en fin de compte. Donc, on peut dire que telle activité, par exemple, j'ai un exercice ou deux, après… ils vont le transformer en un petit jeu. Et le cours devient beaucoup plus intéressant, surtout si on utilise des séances asynchrones pour cela, etc. Ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, c'est le job de ces équipes-là, non seulement de garantir qu'il y a des activités qui sont très engageantes pour les étudiants, mais en même temps réduire au maximum le temps de préparation pour le professeur. Il va se concentrer sur qu'est-ce qu'il va enseigner réellement. Surtout si vous avez des professeurs qui sont juniors, le fait de préparer un cours, c'est déjà beaucoup de temps. Si en plus je dois préparer les slides, je dois préparer les exercices, etc., comment on va faire, choisir quelle couleur, le format, le schéma que je vais adopter, ça prend énormément de temps. Donc il faut de l'accompagnement pour ces professeurs-là, dégager le plus de temps pour faire de la recherche. On va faire un cours très bien avec des course materials, donc qui sont très engageants pour les étudiants, mais ça ne va pas te coûter du temps.
Dans ce cas-là, ils sont plus à l'aise à le faire. Surtout, après, c'est par l'exemple. C'est qu'on va travailler avec 1, 5, 10 professeurs qui deviennent des pilotes, en fin de compte. Et c'est eux qui vont parler aux autres, montrer, regarde, ils sont très contents. C'est pour ça qu'il n'y a pas question d'âge à la limite. On a des professeurs qui vont partir à la recherche. Il est super content parce qu'il a fait dans sa séance asynchrone un jeu Pac-Man pour les étudiants. Et il trouvait que c'était super. Et les étudiants, ils ont adoré, etc. Donc, ce n'est pas l'âge. Et là où je rejoins tout le monde, en fait, l'aspect, entre guillemets, même ça peut être mal interprété, positif du Covid, c'est ce coup d'accélérateur en fin de compte et voir l'intérêt. Avant, il y a certaines personnes sans essayer, non, je ne vais pas le faire. Je sais faire de très bons cours, j'ai de très très bonnes évaluations. Item, tu ne vas pas m'apprendre à faire un cours. Ok, ce n'est pas ça le problème. Je sais très bien que tu sais faire un bon cours. Par contre, on peut l'améliorer. Et l'idée, c'est que quand on montre ça, moi je suppose et je pars du principe que tous les professeurs ont envie de faire de super bons cours et surtout le retour des étudiants à la fin du cours, le feedback qui est positif. Merci monsieur, c'était super, etc. Tout le monde a envie de vivre ce genre de situation. Donc à partir du moment où on les met dans de bonnes conditions, on va leur offrir le support nécessaire pour cela. C'est là où on peut implémenter des innovations pédagogiques, on peut faire des cours qui correspondent donc aux attentes des étudiants, etc. Mais sinon, le trade-off, il est vite fait. Super, merci à tous. Donc, pas facile de résumer en fait, mais on a parlé effectivement, donc je pense qu'on a beaucoup de travail encore à faire pour effectivement convaincre, même si le Covid a accéléré les choses. Et je pense que ce que tu disais à thème sur comment faire en sorte de créer des contenus et des cours qui soient le plus attractifs possible pour les étudiants, qui est quelque chose de key. Et on a parlé effectivement des changements qu'on voit dans la consommation de contenu et par les étudiants. Et c'est vraiment très important. On a le même problème aujourd'hui pour avoir nos équipes créées, par exemple, pour les kindergarten, donc maternelle, des programmes de maths et de se mettre dans la peau des enfants. On a été tellement formés pour créer des contenus pédagogiques classiques que de revenir au game-based quelque part pour les étudiants. Et maintenant, on ne peut pas créer un programme de maths sans créer une communiqué, des jeux, etc. pour les enfants au plus jeune âge. Et je pense que c'est quelque part la même chose. Mais on a beaucoup de travail, même en interne, pour faire les esprits changer, en fait. Change mindset of people. Voilà, juste pour rebondir là-dessus. Juste, oui, vas-y. J'aimerais bien rajouter une chose qui est très, très importante. Je pense que ça a été évoqué aussi. Mais les professeurs, pour qu'ils puissent utiliser tout ça, il faut absolument un programme de faculty development, c'est-à-dire des trainings, faire des workshops, des séminaires pour qu'ils puissent s'imprégner déjà des méthodes pédagogiques, ensuite se partager les best practices. Et, à partir du moment où ils vont échanger entre eux, donc il y a de nouvelles problématiques peut-être qui vont émerger et d'autres qui vont être résolues juste par le peer-to-peer learning, même entre les professeurs, mais aussi le fait de leur montrer qu'il y a de nouvelles méthodes pédagogiques ou même anciennes mais remises au goût du jour qui sont beaucoup plus engageantes pour les étudiants. Mais la formation des professeurs à la date d'aujourd'hui, c'est très, très, très important. Merci, bon point. Et je pense qu'on en parlait tout à l'heure et je le disais rapidement, que dans nos équipes aussi, on a besoin de plus de courses designers, on a besoin de plus de professional development. Right? Je ne parle pas juste de Magro, je parle de tous les publishers, je parle de tout le monde sur la plage. Je pense que c'est. Mais comme tu disais, effectivement, c'est vraiment important qu'on forme les personnes à aussi, les lecturers et maîtres de conférences à faire ce passage et aussi les aider aussi à lire les data. Right? Donc, et s'assurer que les outils qu'on a de reporting soient les plus faciles possibles à utiliser. Je pense que c'est très important. Et c'est là aussi qu'on a besoin du feedback en permanence. J'imagine tous que vous mesurez aussi la satisfaction des étudiants. Est-ce qu'ils vous disent ce qu'ils aimeraient bien voir en plus? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Et quel est quelque part le feedback que vous avez des étudiants aussi pour engager avec ces technologies? Comment vous le mesurez aussi? Voilà, c'est ma prochaine question.
Alors, je ne pense pas qu'on soit encore à un niveau extrêmement avancé de la mesure, mais c'est vrai qu'on pilote ça à la fois quantitativement sur nos questionnaires d'évaluation de cours en général et qualitativement avec des discussions et aussi à travers, comme ce que tu nous disais, je suis tout à fait d'accord avec ça, les notes. C'est-à-dire que est-ce qu'on a mesuré que les étudiants ont progressé par rapport à d'autres formes de méthodologie. Et j'allais poser la même question, parce que je sais qu'on n'a que 10 minutes. Comment justement la technologie impacte vos systèmes d'évaluation en fait? How does it impact assessment? Alors, justement, j'allais poser la même question en même temps en fait. Il y a un élément, enfin une partie du dispositif là, du cours que j'ai décrit pour tous les masters spécialisés, là, les 1000 étudiants que j'ai pas du tout évoqué et qui répond à peu près à cette question et qui montre une autre forme d'engagement, qui est que grâce aux technologies et notamment sur des très grands groupes comme celui-là, on utilise aussi de l'évaluation par les pairs. Et donc, on fait étudier, par exemple, sur les travaux de groupe, hein, il devait faire des travaux de groupe, donc chaque étudiant doit évaluer 3 des groupes. Bon, au global, du coup, chaque groupe est évalué au moins 3 fois, ou enfin bon, en tout cas plusieurs fois, et c'est la note finale, elle est faite par ce biais-là. Donc déjà, ça facilite quand même, soyons clairs, le travail du professeur qui autrement serait obligé d'évaluer les 1000 étudiants. Et l'autre chose, c'est que les étudiants, le retour qu'on a des étudiants, c'est qu'ils sont très satisfaits finalement, parce qu'ils se rendent mieux compte de ce que ça veut dire d'évaluer. Ils pensent que c'est beaucoup plus objectif. On a expérimenté ça dans d'autres cours. Hein. Ils pensent que c'est beaucoup mieux fait. Ils se plaignent moins. Ils vont moins dire j'ai été défavorisé par rapport à machin, parce que c'est la foule finalement qui évalue. Alors, ce n'est pas la seule note qu'on leur met évidemment, hein, mais c'est aussi une façon d'engager les étudiants et finalement qui se rendent mieux compte ce que ça veut dire aussi d'être professeur, les contraintes que ça peut avoir, etc. Et l'engagement va aussi jusqu'au niveau de l'évaluation. Alors, c'est une autre forme d'évaluation peut-être que ce que tu avais en tête, mais ça fait partie de ça aussi. Et alors, nous, on ajuste, bon, j'avais donné l'exemple avec ce cours-là, mais je pense aussi au bachelor, où il y a eu, dans notre bachelor, il y a eu énormément d'avancées dans le mix entre une partie de pédagogie asynchrone et synchrone, asynchrone étant toujours via les technologies, les plateformes, etc., et avec des quiz systématiquement sur la partie asynchrone. Et on a remarqué que les étudiants, quand ils arrivent en cours pour des pédagogies, alors en partie inversée, type Q&A, discussion, et en partie plus traditionnelle, en fait, il y a les trois formats, ils avaient bien mieux acquis finalement les concepts. Ça revient aussi à ce qu'on a dit par rapport au fait qu'ils ne lisaient pas avant, quand on leur demandait de lire des chapitres de livres, etc. Donc voilà, c'est ça notre manière d'évaluer ce qu'on met en œuvre, et du coup de réajuster ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, à la fois dans la satisfaction des étudiants, parce que c'est quand même important, et même si on n'est pas qu'un applaudimètre très clairement, hein, mais ça, c'est quand même un signal. Non, mais c'est vrai, on n'est pas là pour plaire aux étudiants, mais c'est toujours un signal de quelque chose. Quand vraiment, ils ne sont pas contents, ça signale quand même quelque chose, même si parfois c'est juste que le professeur il est strict, ou qu'ils n'aiment pas la matière, ou que ce genre de choses. Donc, il faut se méfier. Et la progression qu'ils ont par rapport à la matière. Et ça, c'est vrai que c'est plus facile, surtout sur des grands groupes, de le faire à travers les technologies, de faire des quiz à grande échelle, d'évaluer la progression, etc. Je sais pas qui. Merci Valérie. Just how. What was the question? The question. Sorry, just to make sure, just before. I mean, it was 2 questions. Yeah. And actually, so the first, how do we actually get a feedback from the students? I mean, any opportunity for improvement of what you are decide to implement? And second, as well, how technology has impacted the way you make or you do evaluation assessment. So that's probably the second. Yeah. No, I mean, 2 questions. We have. How I get feedback is through, the teaching evaluations that you get for students. You get a score, obviously, but you also get feedback, written feedback from students. Then in class, I also, because I want to see how they're finding, particularly say the adaptive readings every week, and whether they find them useful. That's a question that I have at the end as well, just in the survey. You can do it on Mentimeter, or you can do whatever, but you can survey. And I think this year, we finished teaching last week, I think something like 67, 68% said that they were really
in favor of the assigned reading, which I was happy enough with in a very, very large class of 650. I think some were just indifferent, and then some didn't like them. But, you know, they definitely saw a big difference. So we kind of survey like that. And then I think it's because from day one, I show them all the results. We do a lot of analysis and show that, look, if you do these assigned adaptive readings, here is on average how much your grade will be improved by the end of the semester, and actually show them here's last year's class, here's the previous year's class, here's the one before, and show them. So the it data becomes analysis. more predictable in the future. Yeah, and I literally show them. Okay. Now it differs between the distribution, but for that middle of the road student, the jump is the biggest. So tell them that day one, and then be telling them all the time, you've done this, you're doing this, you're doing well, and reinforcing it all the way through. I wouldn't have done that when I first started doing it. It was more just over time building that in, so they see the value, and so they don't hate you for making them do extra work outside of the classroom. Yeah, so that's what we do. Perfect. Thank you, Donald. Fabienne or Fabienne? Oui, je veux bien prendre la Super. suite. Merci. Juste pour vous dire que, alors, à l'EM Lyon, on a révisé l'évaluation qu'on demande aux étudiants l'an dernier pour intégrer ces nouveaux critères. Donc, pour faire rapide, on a décidé, ça a été un travail fait avec la faculté pour aussi embarquer les professeurs dans la façon dont ils allaient être évalués. Le choix qui a été fait, c'est d'avoir deux grandes catégories de critères. Le cours d'un côté, le professeur ou l'intervenant de l'autre. Et dans le cours, on a ajouté des critères sur justement l'adéquacy, la pertinence de la mobilisation des technologies pour le cours et pour l'apprentissage, en fait. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a ajouté. Donc ça nous permet en fait de suivre comment les étudiants perçoivent la qualité et le caractère approprié des technologies que l'on mobilise dans nos cours, sachant que les technologies peuvent être extrêmement diverses. Voilà. Et pour l'expérimentation dont je vous ai fait état au départ, on a, avec l'instructrice en l'occurrence, qui m'accompagne sur ce cours, on a développé une enquête particulière pour avoir le retour à chaud des étudiants sur l'utilisation de la plateforme qu'on avait choisi de déployer. Et on a eu des résultats à la fois quanti et quali assez intéressants et plutôt très positifs. Mais ça, voilà, c'était notre propre initiative. Mais l'institution, maintenant, mesure ça pour tous les cours. Le caractère approprié de la technologie mobilisée pour le cours et le lien avec ce qui a été appris, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, c'est en fait aussi une façon pour vous de mesurer on va dire le retour sur investissement. Tout à fait. Pertinence des choix, retour sur investissement, c'est sûr. Okay. Merci beaucoup, Fabienne. Atem, tu veux dire quelques mots? Je vais dire la même chose presque tout le monde. Donc, on fait tous des évaluations à la fin des cours. Juste peut-être une remarque, c'est utilisé comme un signal d'alarme, en fait. Et à partir du moment où il y a un problème, donc on va essayer de le traiter très rapidement. Il y a des mécanismes, des process pour ça. Et juste, je pense qu'à un certain moment, la réflexion va se poser sur le timing de l'évaluation du cours. Parce qu'on découvre qu'il y a une évaluation des cours à chaud, donc juste à la fin du cours, et une évaluation du cours, par exemple, au bout de 3 ou 4 ou 5 mois. Est-ce que c'est la même chose? L'étudiant peut ne pas avoir la même perception, en fait, parce qu'il va découvrir d'autres cours, d'autres façons de voir les choses. Un étudiant en première année ne va pas évaluer la même chose qu'un étudiant en MSI, parce que l'étudiant qui est en MSI, lui, il a eu une expérience professionnelle, il a vu d'autres choses, donc il va voir vraiment la valeur ajoutée du cours pour lui, de son point de vue. Et la façon, non seulement est-ce que la technologie, elle est adaptée ou pas, mais aussi est-ce que la méthode pédagogique, elle est adaptée ou pas. Donc, c'est l'élément que je voulais rajouter, c'est que ça dépend du timing, ça dépend du niveau des étudiants, et en fin de compte, on peut même aller plus loin. Ça veut dire quoi? Évaluer un cours donc, par des étudiants. Est-ce qu'un étudiant qui n'a pas assisté au cours a le droit d'évaluer le cours? C'est une très bonne question. Est-ce qu'un étudiant qui n'était pas engagé dans un cours, il a le droit d'évaluer le cours?
Est-ce qu'on ne peut pas se limiter, par exemple, juste au top 10 de chaque classe? C'est un très bon point. Controversé, sûrement, si on devait faire le tour de la salle, mais c'est un bon point. Et je veux dire qu'il est clair de ce que vous avez tous dit, que l'évaluation continue, en fait, notamment avec l'utilisation du digital, est quelque chose de possible des étudiants. Donc, on n'est pas en train de se dire, quand on aura une évaluation classique, on va découvrir qu'en fait, 80% de ma promo n'a pas compris mon cours d'intro accounting, peu importe. Voilà, ça, on va avoir un assessment continu qui va permettre de faire des ajustements pendant l'année, et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, effectivement, juste quand tu revenais sur l'évaluation du cours en soi-même, effectivement, c'est toujours délicat, et effectivement, le feedback qu'on va avoir sera différent d'un étudiant à un autre. Mais la question pour nous, je pense, pour les éditeurs, et je ne parle pas que de Magroid, c'est surtout de savoir comment nos plateformes, comment nos contenus, comment nos digital resources are being used. Parce qu'on veut être sûr d'avoir ce feedback en permanence pour pouvoir justement adapter nos produits, s'assurer qu'on va avoir des produits qui répondent vraiment aux besoins des instructeurs et aussi qui répondent à ce que les étudiants veulent voir. Voilà, c'était plus ma question, mais merci beaucoup pour votre réponse. Et globalement, très, très bon panel. Merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Est-ce qu'on a des questions du reste de la salle? Bien sûr. L'habitude des visios que les gens sinon n'entendent pas. Florence Ramillon, TBS. Merci pour toutes ces discussions. C'était vraiment très, très passionnant. Et en fait, en vous écoutant, je me remémorais mes années de doctorat. Et je me disais que si on voulait aussi changer la culture du learning teaching, ça devait aussi démarrer par ces années dans des programmes PhD ou de doctorat où il n'y a pas de session de modules, d'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement. Et finalement, certaines écoles ont leur programme de doctorat, pas toutes. Et comment finalement vous pourriez travailler avec les universités, des programmes de doctorants pour améliorer en fait ces compétences, parce que si on l'a dès le départ, on se pose plus la question, on arrive dans une institution, on fait partie en fait de toute cette politique de formation des professeurs. Voilà. Vieux souvenir de moments bien de solitude en doctorat. Juste très vite dans l'étude, effectivement, non seulement on ne forme pas aux technologies dans les programmes doctoraux, mais on ne forme pas à la pédagogie tout court. Dans la plupart des... Non, mais oui, il y a des exceptions, mais... Oui, à HEC, déjà, déjà, il y a longtemps, on avait... Mais il faut reconnaître que ce n'est pas du tout prioritaire. On forme quand même d'abord à la recherche dans les programmes doctoraux. Et je pense que c'est des exceptions, ceux qui ont même des cours de pédagogie. En tout cas, c'est ce qu'on avait vu aussi dans notre étude. Pardon. Non, merci pour ta réponse, Valérie. Je pense que c'est... quand je pense à Magroid, et je pense que c'est une réflexion pour nous, voilà, on est historiquement, on n'est pas les seuls. Je pense à être surtout focalisé sur les lower courses, right? Parce que c'est là qu'on a le marché le plus élevé, et c'est pour ça qu'historiquement, on était dans ces premières, deuxième année, undergrad. Là, on a les plus grosses cohortes. Donc, je pense que de tous les publishers, on a un manque d'investissement dans les upper levels. Et justement, la question qu'on se pose et qui est quand même importante, parce que, et c'est aussi en lien avec la recherche que vous faites, on parle d'un monde aujourd'hui qui est de plus en plus technique. On parle d'un monde où on a des besoins de compétences en digital marketing qui sont énormes aujourd'hui. On a des EdTech, on voit autour de nous, juste un génie du digital marketing peut faire gagner 25% de part de marché alors que la EdTech n'a pas forcément le meilleur produit, mais juste cette personne a réussi à créer la communauté. Donc, comment est-ce que les business schools aujourd'hui créent ces contenus dans les upper levels, ce qu'on appelle donc le 3e, 4e, 5e année, juste avant d'aller sur le marché de l'emploi,
ce n'est pas les publishers qui ont ces contenus, donc ça veut dire que c'est votre recherche, c'est ça aussi qui fait votre différence, et je pense que c'est très important. Donc, il est clair qu'on n'a pas beaucoup investi dans la recherche pédagogique quand on arrive dans les doctorats et la recherche, et c'est sûrement quelque chose qu'on doit aussi changer. Bien sûr, on a accès, vous avez accès à ce qui a pu être écrit, et on a nous, on est des publishers académiques, mais tout ce qui est available via tout ce qui est disponible via les libraries et tout ce qui est forcément key pour vous, mais on n'a pas investi dans la recherche pédagogique à ce moment-là. Et c'est quelque chose qu'on doit sûrement adresser aussi. Merci. Je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais c'est quelque chose qu'on se pose en permanence parce qu'effectivement, on a besoin de demandes de plus en plus pointues. Et quand on est voilà, on parle du digital marketing, on parle du machine learning. Et croyez-moi, en tant que publisher, c'est quelque chose de difficile de trouver des auteurs pour écrire ces contenus. Parce que ces auteurs, aujourd'hui, ne sont pas des académiques, mais sont des gens en entreprise et qui sont très, très busy. Voilà. Oui, bonjour, Yanis Aliferis, Université Côte d'Azur. Donc, ce n'est pas une business school que je représente. Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que vous avez touché exactement à tous les sujets, surtout l'engagement qui est au centre, les learning analytics et leur importance qui peut justement nous changer la vie et toute la transformation du rôle des enseignants. Et par rapport à la formation, depuis la rentrée 2018, donc dans l'enseignement supérieur, tous les maîtres et les maîtresses de conférences stagiaires, ils ont l'obligation de suivre une formation d'approfondissement de leurs compétences pédagogiques. J'étais le coordinateur de cette formation pendant jusqu'à récemment et le directeur du CAP qui était justement notre Teaching and Learning Center. Et donc tout ça par rapport à la solitude quand on était doctorant et quand j'étais jeune maître de conférence, j'avais posé la question très naïve, est-ce que l'IUFM va venir me former? Et tout le monde rigolait, il me disait, mais Yanis, tu as une thèse, tu sais enseigner. Et je disais, mais je ne vois pas du tout les rapports, je ne le vois toujours pas. Et donc, on a eu quand même ces changements de paradigme, de dire quelqu'un qui est faculty staff, il a besoin d'être formé aussi à la pédagogie. Et évidemment, c'est une clé pour accompagner tous ces grands changements. Et une anecdote peut-être par rapport à, vous disiez qu'il faut apprendre à apprendre tout seul comme gage d'adaptabilité pour la suite. Et en même temps, l'évaluation, comment on l'a fait, qui l'a fait, etc. Carl Wyman, prix Nobel de physique, qui a mis en place pour les STEM, donc c'est vraiment ingénierie, etc. Il a écrit quelques articles sur le problème de l'évaluation et lui, avec son équipe, ils ont fait le problème inverse. Ils ont dit, on sait quand même qu'il y a quelques approches pédagogiques qui marchent mieux que les autres. Ce n'est pas la peine qu'on réinvente chaque fois la roue, qu'on redémontre dans chaque contexte, oui, c'est important, la réalisation, etc. Donc, il a fait une sorte de questionnaire par rapport à qu'est-ce que les enseignants mettent en place et à partir de là, vous pouvez avoir déjà une idée, est-ce que le cours est bien fait ou mal fait ou on peut l'améliorer. Et il prend comme exemple des évaluations. Lui, il a fait des grands changements. Il était conseiller de Barack Obama, etc., pour l'enseignement des sciences. Et il prend des évaluations, je pense à Colorado, où un étudiant, il avait mis en place une classe inversée. Et un étudiant, tout ça, le commentaire, c'était « Je demande, qu'est-ce que vous aimeriez que le prof fasse ?» Et c'était « Teach » en majuscule. Et le commentaire, c'était le prof n'a pas fait cours, j'ai dû tout apprendre par moi-même. Ce qui se passe toujours, on apprend tout seul avec les autres. Mais donc voilà, c'était des petites anecdotes que j'ai pensé qui m'ont fait, qui vous ont fait évoquer avec vos interventions. Merci beaucoup pour ce panel et toutes ces discussions. Merci beaucoup. En effet, très intéressant. Maximilien Reich, Schema Business School. J'ai une question, des collègues. Ouais. J'ai une question pour les 4 intervenants, mais je vais être brève. Peut-être on commence avec Donald. Donald, a question for you. I've engaged in certifications
trying to get the satisfaction rate up, but also the success rate up. And in order to do that, I actually used some of the aspects that you used, mail merge, individualized emails to the students, kind of trying to figure out how to push them to actually sign up for the certificate, for the exam, and actually do it. But I lost a lot of time. So my question to you is really, how can we better automate while providing that individualized, supervision, monitoring, and encouragement? Because you mentioned that you not only monitored, but actually provided them with solutions, in particular to the not so well performing students. Very curious, but I feel I've spent a lot of time on that. And so maybe you can share some of the elements that worked out for you. To Haitham, franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Franchement, c'est quelque chose d'extrêmement important de prendre en considération les différents types learner types, les différents types d'étudiants, modes d'apprentissage. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore parce que nous avons nos trames avec les évaluations qu'on doit absolument, à la fin de la journée, valider. Mais vous avez dit qu'on devient tous, en tant que professeurs, en fait, des sortes de data analysts. Mais dans ce même sentiment d'automatisation et industrialisation, vu qu'on a 600 000 étudiants, je me demande, est-ce que vous avez utilisé une seule plateforme, une seule outil qui est la clé à tous, ou est-ce que vous avez véritablement utilisé tous ces différents outils qui sont disponibles, tous ces différents outils qui sont dans le monde de EdTech en train de démultiplier, et à quel moment est-ce qu'on pourrait peut-être faire une sorte de streamlining, parce que moi je trouve que j'ai tellement de différents outils qu'à la fin, moi en tant que prof et mes collègues, on perd énormément de temps parce qu'on ne connaît pas la plateforme. Deuxièmement, j'utilise une plateforme avec single sign-on comme WooClap, vous avez mentionné, mais l'étudiant ne le connaît pas, donc je reçois 50 emails derrière parce que l'étudiant n'a pas pu se connecter. Bref, et le Learning Management System, c'est un outil, mais on a cinquantaine, donc c'est extrêmement difficile. Est-ce que vous avez choisi une seule? Et peut-être oui, peut-être pas, peut-être vous avez une recommandation, merci beaucoup. Et la dernière question pour les deux femmes, last but certainly not least, je suis vraiment désolé, mais vous avez mentionné… Ça va faire beaucoup de questions. Je suis désolé, mais c'était intéressant. Vous avez mentionné qu'il y a la nécessité de prendre en considération qu'en France, qu'on enseigne beaucoup en face à face. Mais on a plutôt envie de vraiment inverser peut-être notre salle de cours et prendre plus de temps pour un apprentissage individualisé. Par contre, j'ai un petit problème avec les chers collègues dans le MESRI qui nous forcent d'avoir certaines heures d'enseignement qui sont prescrites dans nos programmes. Donc, est-ce que vous avez pu faire un peu de lobbying pour nous pour peut-être inverser un peu plus? Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions quand même. Donc, ouais. Yeah, thanks for the question. On managing the data, I mean, look, you could do it all in Excel if you're pretty good at different formulae and matching it all up by ID. But a lot of the time I'd be using Stata. It's kind of econometric software, so but I would have started with Excel, and you can do it all in Excel. It's fine. It's just you can also do it in Stata coding a bit. It's just a little bit easier. But for other colleagues, I know you can set it up for them on Excel very easily. And then once you're in touch with students, it's not like there's any great mystery to it. If there are students who are struggling and you get in touch and they need support, then I just actually put on extra very small classes for them. I deliver that. Maybe 2 or 3 extra classes in small group, but it's more Q&A and working through different things and helping them with whatever they're stuck on. So it's not like it's hugely innovative. It's more that they know the support is there and that they can come and get the targeted support. Juste une chose, vous avez parlé de l'intégration des plateformes avec les Learning Management Systems. Non, je pense que tous les gros publishers, à partir du moment où les Learning Management Systems, Blackboard et les plus reconnus au Moodle, nos solutions sont intégrées. Donc la solution, après, pour avoir tous les détails, c'est d'utiliser pour toutes vos courses le même publisher.
et nous de préférence. Voilà. Voilà. Merci pour les questions. Donc, la première chose, en parlant des plateformes, donc, on utilise, moi, je pense qu'il faut limiter le nombre de plateformes parce qu'il y a un coût, on en parlait tout à l'heure, c'est former le professeur. Si on va prendre 4-5, on ne va pas s'en sortir. Donc, on va essayer de prendre… de rebondir dans mon sens. Oui. Donc, il y a des tests qui sont faits en amont, des tests qui sont faits avec les professeurs et on essaye de trouver quelle est la plateforme la plus adéquate. À la date d'aujourd'hui, donc, il y a quelques-unes. Nous, on a fait un choix. Donc, à la date d'aujourd'hui, par exemple, c'est McGraw-Hill pour tout ce qui est adaptive learning, etc. Ensuite, on va aller de l'autre côté et nous, le projet, il est beaucoup plus donc, collecter la data et une pédagogie drivée par de la data. Donc, on ne pourra pas toujours utiliser que les données de McGraw-Hill. Ça n'a pas de sens parce qu'après, il va falloir lier à la performance des étudiants, donc leur moyenne, les notes d'avant, d'après, etc. Et être capable un jour de même faire un forecast. De dire aux étudiants, si vous continuez comme ça ne va pas le faire. Votre note, elle va être entre 8 et 12. Si vous rajoutez telle partie des exercices ou cette partie-là, vous allez avoir une note meilleure et même peut-être un jour, on va même le guider dans son parcours. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et voilà ce qu'il va falloir faire, etc. Et là, je pense que même LinkedIn Learning, ils sont dessus. Donc, ils essayent, ils développent parce qu'eux, ils ont une mine de data comme pas possible. Deuxième, c'est le Learning Management System. Et celui-là, on n'en a pas plusieurs, il y a un seul. Et on ne va pas aller plus loin. Donc, on va essayer d'avoir 2-3 plateformes grand maximum en fonction de leur valeur ajoutée. Les EdTech, j'ai un peu de mal. Disons, j'ai beaucoup de mal. Parce que je me pose des questions, déjà la première chose, sur le risque que ça représente. L'idée peut être très, très bonne. Ils ont un outil, donc ça marche aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont la puissance financière? Toujours mon background de prof de finance. Est-ce qu'ils sont capables de rester, en fin de compte, dans 1 an, dans 2 ans? Moi, je vais former les profs à utiliser un outil. C'est un investissement qu'il va faire. Et je vais lui dire dans 2 ans, non, en fait, il ne marche pas trop, ou la boîte, elle a fait faillite, etc. Donc ça, non. C'est pour cette raison-là, donc Nefina n'est plus là. Notre structure, on a une équipe d'exploration, le Learning Lab. C'est eux qui font ces tests-là. Ils vont aller regarder quelles sont les technologies, ils les testent avec des professeurs, situations réelles sur des cohortes, etc. Et ensuite, on choisit. Et pas plus que 2-3 outils par principe. Donc, on va aller sur du OOCLab, par exemple. On va aller sur du Miro pour tout ce qui est design thinking, etc., Mentimeter. Mais on n'ira pas plus. Parce que c'est même pour nous en tant qu'équipe de support pour les professeurs, ça peut être très consommateur en termes de temps. On va se disperser. On va avoir une expertise sur OOCLab. S'il va me dire demain, je veux Kahoot, bah, utilise-le si tu veux, mais pas de support. Je ne peux pas le faire. Donc, tu fais un choix. Et nous, à l'école, on a fait des choix comme ça, avec des professeurs. On teste, on n'impose pas. Ça fonctionne. On peut le déployer sur toute la faculté. Oui, on y va dans ce cas-là. Mais l'objectif, c'est toujours de limiter les outils et regarder toute la perspective derrière si l'outil va exister encore dans 2-3 ans ou pas. Donc voilà, j'ai répondu. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Fabienne, si tu veux répondre, mais moi, je n'ai pas d'entrée particulière pour du lobbying, mais je suis convaincue qu'il faut revoir effectivement cette mesure centrale. Je ne sais pas, Fabienne, si tu as une autre réponse à donner sur cette… Non, je suis malheureusement dans la même configuration et même encore pire, puisque j'ai plus de rôle institutionnel qui pourrait justifier ça. Mais oui, le lobbying auprès du MESRI, pour l'instant, non. Par contre… que oui, porter en interne le fait que la métrique heure de face à face soit pas la meilleure, je pense que là, on est tous convaincus. Non, mais je n'ai pas d'entrée particulière. Et peut-être que ce n'est pas le MESRI d'ailleurs, parce que ça doit peut-être dépasser l'horizon français, mais plus être au niveau européen. Enfin, c'est ce qu'on prenait dans l'étude, hein, de faire un espèce de CTS, mais pas qui soit sur le nombre d'heures de travail de l'étudiant, parce que c'est ça le CTS, mais qui soit l'équivalent sur l'investissement pédagogique des professeurs. En phase. Je vous rejoins et en fait, je pense qu'il va falloir un changement complet de la façon de voir les choses. L'espace d'apprentissage n'est pas lié à un endroit spécifique.
Et c'est la problématique, elle vient de là. Ou la façon d'apprendre, il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre. Donc, tant qu'on n'a pas résolu cette problématique-là, tant qu'on n'est pas d'accord là-dessus, donc les pays anglo-saxons, je pense qu'ils sont très en avance là-dessus parce qu'ils font des cours online depuis très longtemps, ils ont leurs normes, les standards, etc. C'est déjà fixé très longtemps. Nous, on a découvert ça, on dirait, juste après le Covid. C'est comme si ça n'existait pas. Il y a un nouveau monde. Il existait ce monde-là avant, mais à la date d'aujourd'hui, on avait dit on a une nouvelle génération et je pense qu'il va falloir à un certain moment que les instances régulatrices, etc., puissent prendre en conscience qu'il y a une valeur ajoutée dans l'utilisation de ce type de technologie et la façon d'apprendre n'est plus la même à la date d'aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, avec des règles, on continue à fonctionner avec des règles d'il y a 20 ans. Un commentaire, donc moi non plus, je n'ai pas des entrées au niveau du MESRI, même si je suis enseignant-chercheur, mais le MESRI, depuis quelques années, nous dit qu'il y a une réflexion pour sortir de la logique des heures et aller vers la logique des SVTS avec voilà, les limitations que cela implique. Mais voilà, moi j'ai attendu à certains moments, c'était même dit assez officiellement, mais après il n'y a pas eu tellement, ça n'a pas bougé entre d'ici jusque-là. Par rapport aux outils, moi, je peux revenir. Je comprends très bien, justement, limiter, etc. Et moi, pareil, quand j'étais directeur du CAP, j'ai créé un écosystème autour de Moodle avec un certain nombre d'outils. Et là, au niveau de l'université, par contre, oui, on disait, on ne va pas faire de formation, de training, de support pour d'autres outils, mais on essayait même de sensibiliser au niveau de la protection des données, les RGPD. Un enseignant, nous, on a par exemple un contrat avec Rouclap, un enseignant qui va mettre nos étudiants sur Kahoot, sans contrat, ça pose problème et ça peut exposer l'établissement. Comment vous gérez ça, justement, quand vous dites aux enseignants, faites ce que vous voulez, moi, je ne vous soutiens pas, mais vous pouvez utiliser d'autres outils. Comment vous gérez cette problématique? Merci. On a une personne spécialisée dans ça. Donc, cette personne-là, si elle, donc tout de suite, on la consulte. Il y a tout un fichier par rapport à ça. Quelles sont les applications qu'on utilise et si elles sont RGPD compatibles ou pas. Et systématiquement, quand ce n'est pas RGPD compatible, on arrête. Donc, il y a une personne spécialisée, c'est son job à l'école qui fait ça. Et c'est elle qui donne le feu vert ou pas. D'ailleurs, au départ, quand on utilisait Zoom, tout le truc qui a été fait autour de Zoom, j'ai été convoqué presque par cette personne-là. Donc, la data, elle est où? Et est-ce que c'est RGPD compatible ou pas? Donc, on a expliqué la totalité. On a appelé les gens de Zoom qui ont expliqué que normalement, il n'y a absolument aucun problème, etc. Donc, voilà. Mais il y a une personne, c'est son job, c'est son boulot. Nous avons d'autres questions de l'audience ou en ligne? En ligne? Pas de questions? Et on est à l'heure? 15 minutes over. So that was a very good discussion then. Okay. Je vais juste donc vous allez prendre un break parce que vous avez beaucoup parlé. Donc merci encore pour tout, pour d'abord tous les le bon feedback et le excellent experience that you share with us, notamment dans l'utilisation des technologies, la réflexion, l'engagement des étudiants. Je pense que, comme on le disait tous, en fait, engagement is key, right? So everything that we can actually build to drive engagement for our students is the best thing. So, merci beaucoup pour cette très bonne discussion et pour avoir participé à cet événement aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.